Avez-vous une idée de savoir à quel âge la marche d'un enfant, elle est mature? Avez-vous une idée du moment, en fait, où on peut être sûr que l'enfant est droitier ou gaucher? Avez-vous une idée à quel âge votre cerveau va atteindre sa pleine maturité ou a atteint sa pleine maturité? Bonjour, je m'appelle Joël Monzé, docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Donc, je vous posais 3 questions par rapport à la vitesse de maturation du cerveau. En fait, pour que le cerveau soit capable de contrôler de manière adéquate les chevilles et les jambes et marcher d'une manière mature, ça va prendre entre 5 et 7 ans selon les enfants. La même chose, il va falloir attendre entre 5 et 7 ans pour savoir si votre enfant est, de manière sûre et certaine, droitier ou gaucher. Ça veut dire que 50% des enfants, on va le savoir vers 4 ans, vers 5 ans, on va avoir environ 80% des enfants dont on peut être sûr qu'ils sont droitiers ou gauchers, environ 60% de droitiers et 10% de gauchers, mais ça va prendre 2 années de plus pour 20% des enfants de manière à savoir s'ils sont droitiers ou gauchers. C'est certain qu'on vit dans un monde de droitiers et il vaut mieux qu'un faux droitier soit droitier, il aura moins de difficultés pour pouvoir utiliser les objets pour écrire et faire toute une série d'activités humaines actuelles. Sauf que ce 20% d'enfants-là, bien souvent, on va leur mettre un crayon, et puis c'est correct, ça fait partie de la manière dont on élève nos enfants. On va leur mettre un crayon à un moment où on n'est pas encore certain qu'ils sont droitiers ou gauchers. Ça veut dire qu'ils vont devoir utiliser leur motricité fine à un moment où ils ne sont pas encore biologiquement prêts à répondre en fait aux exigences que l'école, que ce soit la maternelle ou la première année, leur demande. La dernière chose, quand on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau, on va se rendre compte que le cerveau atteindrait sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans et que les parties de notre cerveau qui ont le plus besoin de temps pour pouvoir maturer et offrir leurs meilleures ressources, c'est les parties du cerveau qui nous permettent de gérer le degré d'anxiété dans lequel on vit à tous les jours. Donc, on se rend compte que l'anxiété, elle est de plus en plus présente chez nos enfants, chez nos ados et même chez les adultes, ne serait-ce que parce qu'on a vécu des situations, souvent dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui ont perturbé le développement optimal de notre cerveau. Depuis une trentaine d'années, on dit souvent tout se joue avant 6 ans, puis moi je vous dirais tout se joue pendant toute la vie parce que notre cerveau ne cesse de se développer, même si le pic de maturité est atteint vers 40 à 45 ans, le cerveau va continuer à se développer tout au long de la vie. Si on regarde l'effet de l'anxiété, pourquoi est-ce que l'anxiété va être problématique? En fait, l'anxiété, c'est une manière de réagir face à des stresseurs où le stresseur n'est pas toujours présent. Dans le sens que si mon enfant, je ne lui apprends pas à avoir peur des voitures, il risque de traverser sans regarder. Donc, je vais créer une peur en lui montrant des voitures parce que pour lui, il doit comprendre que traverser et faire un accident, il y a peu de chances que l'être humain s'en sorte d'une manière adéquate. Bref, on utilise la peur, on utilise la réalité pour créer cette anxiété-là, ce qui fait que ultérieurement, quand l'enfant se déplace sur le trottoir, quand l'enfant se déplace et doit traverser la rue, il va regarder à gauche et à droite pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de voiture. Mais cette peur d'être frappé par une auto, ça devient de l'anxiété. On va retrouver également des traces d'anxiété de performance. On nous souvent, évalué en fonction de notre capacité de performer dans différentes situations de notre vie. Donc l'anxiété de performance, c'est souvent un besoin de reconnaissance d'autrui, sans nécessairement qu'autrui ait besoin de notre performance pour prouver qu'on est bon ou pas bon. Mais nous, on va vivre cette anxiété-là. L'anxiété, elle fait partie de la vie comme la vitesse au vélo. Moi, j'aime beaucoup prendre cette comparaison. Si on essaie de tenir en équilibre sur un vélo sans se déplacer, on va avoir de la misère. On va peut-être tenir 3, 4, 5 secondes grand maximum. On a besoin de la vitesse pour pouvoir être capable de tenir sur les 2 petits morceaux de boyau que l'on a en contact entre le vélo et le sol.
Quand on n'a pas assez de vitesse, on va remettre le pied à terre. Quand on a trop de vitesse, par contre, à ce moment-là, on va se retrouver dans une situation où on risque de nouveau de se faire mal, de tomber en tout cas. Et l'art de faire du vélo, c'est de maîtriser la vitesse en fonction des circonstances dans lesquelles on doit se déplacer. La même chose pour la vie. L'anxiété, le stress, ça fait partie de la vie. Et la vie, pour moi, le développement personnel, il sert à ça, d'être capable justement d'utiliser une ressource intérieure pour gérer ou proposer ou agir avec des stratégies les plus adaptées possibles en fonction de la situation. Bref, le stress, l'anxiété, ça fait partie de la vie. Le seul problème, c'est que comme le cerveau d'un enfant n'est pas assez mature, il a besoin d'un environnement de bienveillance, de cohérence et d'intégrité autour de lui pour se sentir en sécurité, de manière à justement rencontrer les différents stresseurs de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que je vous parle des différents stresseurs de la vie? Je reviendrai certainement dans une autre chronique pour les identifier avec vous, mais toujours est-il qu'on remarque de plus en plus l'effet du stress, l'effet de l'anxiété sur le développement cérébral des enfants, y compris quand ils sont dans le ventre de maman. Pour ceux qui vivaient dans la grande région de Montréal, vous vous souvenez probablement, dans la fin des années 90, on a vécu ce qu'on a appelé la crise du verglas. La crise du verglas, qu'est-ce que c'est? Il y a eu en fait de la pluie verglaçante pendant plusieurs jours et ça a affecté terriblement le système d'alimentation électrique du Grand Montréal et pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, près de 4 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité en plein mois de janvier. Ça a amené en fait les personnes, ceux qui manquaient d'électricité pendant de trop longues périodes, soit à être relocalisés dans un gymnase ou dans la famille proche pour pouvoir être capable de passer à travers cette fameuse crise. Il y a une équipe dans un hôpital de Montréal qui a suivi en fait une cohorte d'enfants qui étaient en phase de gestation pendant cette fameuse crise. Donc, même si maman était relativement en sécurité, ça reste quand même qu'elle a vécu beaucoup de stress. Et ce que cette équipe a remarqué, c'est que les enfants qui étaient dans la phase de gestation entre le 6e et le 9e mois ont beaucoup plus de difficultés pour pouvoir réussir à l'école. Et à partir de ce moment-là, on voit que le stress vécu par maman va avoir une incidence pour les années de vie de l'enfant. Une autre étude qui est aussi très intéressante, elle a été réalisée en Israël. En Israël, ils ont de manière régulière des périodes de guerre entrecoupées de périodes de pseudo-accalmie et ça amène en fait à ce moment-là de nouveau la possibilité de regarder quel est l'effet du stress de la maman pendant la période de gestation. Et d'une manière assez curieuse, ils ont également trouvé que les enfants qui étaient en gestation entre le 6e et le 9e mois de la grossesse avaient beaucoup plus de risques de développer de la schizophrénie que les enfants qui étaient dans le début de leur gestation ou qui étaient déjà nés. Donc on voit que l'enfant qui est dans le ventre de sa maman va déjà avoir un certain nombre vivre en tout cas un certain nombre de facteurs qui vont influer sur l'ensemble de sa vie. C'est certain que l'enfant, il va avoir de nombreuses années pour pouvoir se reprendre. Le cerveau va mettre des années à pouvoir se développer, donc il va pouvoir arriver à compenser. Mais en même temps, l'enfant est capable de ressentir des choses, est capable de vivre, il y a un contact en fait entre ce que maman vit et ce que lui peut vivre quand il est dans le ventre de maman. Et ce n'est pas juste à travers ce contact entre maman et le fœtus que ça va se faire, parce qu'il y a un médecin qui s'appelle monsieur Dr Chamberlain qui a réussi à filmer l'attitude des bébés, des fœtus, pendant des amniosynthèses. Et ce qu'il démontre en fait grâce aux vidéos, c'est que quand l'aiguille arrive dans l'environnement de bébé, il y a beaucoup de bébés qui vont justement repousser l'aiguille de manière à ne pas être dérangés dans leur espace dans lequel ils grandissent. Donc, le bébé est beaucoup plus conscient et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que des souvenirs qui se sont créés pendant cette période-là peuvent influer sur l'ensemble de la vie. L'autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que le contact de sécurité entre la maman et l'enfant est essentiel. On a, entre autres, travaillé avec des souris. C'est une équipe aux États-Unis qui a observé le comportement des souris. Ils ont pris en fait des souris naissantes qu'ils ont laissées avec leur mère et ils ont pris un autre groupe de souris naissantes qu'ils ont laissé grandir pendant plusieurs semaines. Ils avaient accès en fait à tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir grandir, sauf qu'ils n'avaient pas de contact avec leur mère.
Au bout d'un certain nombre de semaines, l'équipe a sacrifié les souris, a observé ce qui se passait dans le cerveau. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que dans la couche cingulaire, qui est une couche qui est très, très importante dans le système émotionnel, que tous les mammifères vont avoir, d'accord? Dans cette couche du cingulaire, on va avoir un taux de mortalité cellulaire beaucoup plus élevé. Donc, on voit que l'absence du lien de sécurité entre le souriceau et la maman souris fait en sorte qu'on a une beaucoup plus grande mortalité cellulaire dans le cingulaire de ces animaux. Donc, si on voit un animal qui est relativement simple, qui n'a pas une structure sociale aussi développée que celle de l'être humain ou de la plupart des primates, c'est certain qu'on voit qu'il y a un impact quand il y a une insécurité qui est là en début de vie. On peut se poser la question, qu'existe-t-il également chez l'être humain? Et là, c'est des recherches qui ont été faites à l'université McGill qui sont très intéressantes. En fait, ils ont vu que des enfants qui étaient violentés, que ce soit des abus physiques, des abus sexuels ou des abus psychologiques en bas âge, vont avoir en fait, d'une part, beaucoup plus de difficultés à trouver à s'adapter dans leur environnement de tous les jours. Certains, malheureusement, vont mourir par suicide parce qu'ils ne sont plus capables de tolérer l'espace de vie dans lequel ils sont. Et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau, on se rend compte en fait que le stress qu'ils ont vécu en bas âge a atteint y compris l'ADN. Donc l'ADN, ce sont toute une série de petites molécules qui sont à l'intérieur du noyau des neurones et les neurones en fait sont non seulement attaqués par l'excès de stress aux alentours, on voit en fait qu'il y a une forme de corrosion des neurones, mais on va voir que cette corrosion-là va également être présente dans l'enveloppe qui entoure les gènes. Donc, le stress à bas âge n'est pas quelque chose de conseillé pour les enfants. Donc, plus on peut sécuriser les enfants, plus on peut sécuriser également maman. Vous savez, tantôt je parlais du fait que maman stressée peut amener des difficultés pour le bébé. D'accord, mais si les papas ne savent pas trop quoi faire pendant la grossesse de leur conjointe, c'est certain que de sécuriser leur blonde, leur épouse, leur femme, c'est quelque chose d'essentiel pour arriver au fait que la gestation se passe d'une manière adéquate. Bref, c'est quelque chose aussi à tenir compte. On se rend compte que les enfants, quand ils sont plus grands, il va y avoir une différence en fait s'ils sont des garçons ou des filles. Pourquoi? Parce que de nouveau, on a un héritage génétique qui fait en sorte que le garçon est prédestiné pour être un chasseur-cueilleur, là où la femme est plus destinée pour être dans le village. On s'entend qu'aujourd'hui, il y a plus de distinction au niveau des rôles sociaux à ce niveau-là, si ce n'est que les mamans, c'est toujours elles qui porteront le bébé, les papas n'y arriveront pas pantoute. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir quand même des différences dans la manière de gérer le stress. Les enfants garçons et les hommes vont avoir beaucoup plus de facilité à gérer les stress courts que les stress longs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une difficulté, ils se mettent facilement en mode solution. Et le mode solution va les mettre en mouvement le plus possible. Par contre, si c'est un stress long, c'est là qu'on va voir les jeunes garçons, les adolescents se mettre en fait à avoir de plus en plus de difficultés. C'est d'ailleurs une des explications du fait que beaucoup d'adolescents vont décrocher au niveau scolaire ou peuvent avoir plus de difficultés quand l'examen est trop long ou quand la situation familiale est tendue, voire dysfonctionnelle. Par contre, la petite fille a plus de ressources dans les stress longs que dans les stress courts. J'aime beaucoup prendre l'idée d'une souris qui rentre dans une pièce. En général, c'est certain que c'est une caricature, ok? On va retrouver les garçons qui vont courir après la souris pendant que les filles vont monter sur la chaise et vont se mettre à crier parce que la souris leur passe entre les jambes. Donc, la réaction dans un stress court, les filles ont plus de difficultés. Par contre, elles vont avoir plus de facilité dans le stress long. On s'entend qu'éduquer un enfant, c'est quelque chose, c'est un stress long. Et la maman, elle a plus de facilité là-dedans que les garçons. C'est une question de continuum. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir, d'accord? Vous pouvez avoir des garçons qui ont développé des aptitudes à gérer les stress longs et vous avez des filles qui ont appris à gérer les stress courts. Ça s'apprend, mais ça prend du temps. L'autre chose aussi qui est intéressante, en fait, c'est qu'on a vu une différence entre les garçons et les filles au niveau du rôle et de la manière dont la voix maternelle va être perçue, reçue par les plus jeunes. En fait, là où on a fait le plus d'expérience à ce niveau-là, c'est chez des jeunes rongeurs où on leur fait entendre la voix de leur mère qui est préenregistrée.
À ce moment-là, on se rend compte que si les petites femelles, donc les jeunes, vont être rassurées d'entendre la voix maternelle, on voit que c'est exactement l'inverse chez les petits mâles. Les petits mâles vont être beaucoup plus stressés que les petites femelles. Donc là, il y a des mesures physiologiques qui vont se faire de manière à justement voir à quel point justement il y a une plus grande réactivité chez le petit mâle que chez la petite femelle. Et ce qu'on observe, c'est que tant que le petit mâle n'a pas vu sa mère physiquement, c'est certain que le degré de stress va être beaucoup plus élevé. Ce qui nous amène à croire, en tout cas, qu'il y a une tendance qui est plus féminine, qui est plus audio-visuelle, alors que le garçon est beaucoup plus visio-moteur. Donc, il doit voir, il doit bouger pour se sentir plus efficace. En fait, une dernière chose à dire, je l'ai dit tout à l'heure peut-être un peu rapidement, qu'est-ce qui va faire en fait que l'enfant va se sentir en sécurité? C'est quand il grandit dans un environnement qui est rempli de bienveillance, de cohérence et d'intégrité. Vous avez beaucoup de garçons et moindrement des filles. Pourquoi? Parce que les petites filles vont avoir un contact relationnel plus important que les garçons, mais beaucoup de réactions d'enfants, de garçons vont réagir d'une manière assez caractéristique dès qu'ils sont dans un climat où il y a peu de bienveillance, peu d'intégrité, des rapports de force, il y a un manque de cohérence parce que l'enfant n'arrive pas à pouvoir se situer correctement dans l'environnement dans lequel il est. Donc, il part avec des stress courts, il réagit avec des stress courts et souvent, on va confondre ça avec une problématique d'impulsivité ou d'hyperactivité alors que c'est juste en fait une manière bien embêtante de gérer son stress. Mais je dis bien embêtante, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas normale. Elle est normale et l'enfant doit apprendre en fait petit à petit et ça va se faire en fur et à mesure de son développement à mieux gérer son stress. Une dernière petite chose peut-être, quand tantôt je vous parlais que le cerveau met beaucoup d'années pour pouvoir arriver à se développer, un des éléments les plus intéressants à utiliser, c'est pour l'observer vous-même, c'est la compréhension du temps chez les enfants. Ça n'a rien à voir avec le fait de lire l'heure ou pas. C'est vraiment une question d'une compréhension du temps. En fait, le grec ancien avait deux manières de parler du temps. Il y avait kéros et chronos. Kéros, c'est en fait le temps affectif. C'est le temps auquel les enfants ont accès dès la fin de leur petite enfance et ça leur permet de pouvoir donner une certaine valeur au temps. Chronos, c'est le temps effectif, c'est l'efficacité en fonction, 1 heure c'est 1 heure, c'est 60 minutes et ainsi de suite. Il y a une compréhension logistique du temps. Ce qui fait en sorte qu'un enfant de 5 ans, pour lui, regarder son émission préférée d'une trentaine de minutes, c'est plus court que d'attendre 5 minutes maman. 5 minutes maman à attendre, c'est très long. Et ce n'est que vers 11 ans que les deux situations, 5 minutes versus 30 minutes, vont avoir un rapport plus logistique, plus cohérent. Ça veut dire aussi que si vous dites à vos enfants le matin, attention on parle en 15 minutes, attention on parle dans 5 minutes, ça ne représente rien jusqu'à la fin de son primaire. Donc l'enfant a besoin d'être guidé là-dedans. Ce n'est pas de votre faute, probablement qu'on ne vous l'avait jamais expliqué jusqu'à présent, mais le stress que vous allez générer en fait chez l'enfant peut amener beaucoup plus de désorganisation que d'efficacité parce que pour lui, le temps, ça n'existe pas encore. C'est juste l'attente, le degré de stress, la transition. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent amener justement une petite désorganisation avant de partir le matin à l'école. Merci, au revoir.